On va clôturer la semaine ensemble, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous dans la grande tribune de ce jour. Nous sommes le 5 avril 2023. Mesdames et messieurs, merci de faire confiance à votre chaîne Congo Buzz Télévision. L'actualité reste dominée par ces nouvelles, notamment massacre de la population dans l'Est à Addis Abeba. Le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Moussa Yamwissi, exige une enquête indépendante pour que les coupables soient conduits devant la justice. Processus de paix dans la région des Grands Lacs. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, Wang Xia, invite les parties prenantes à réfléchir sur une meilleure mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Didi Manara, deuxième vice-président de la CENI, a fait savoir que la centrale électorale va débuter la convocation du corps électoral le 25 juin prochain pour la députation nationale. Félix Tshisekedi reconduit Jean-Pierre Mukolo Kokesha à la tête du parquet près la cour constitutionnelle. Autre nouvelle, marche de l'opposition du samedi 13 mai. Moïse Katumbi, leader d'ensemble, est déjà à Kinshasa pour mobiliser les militants et poursuivre sa tournée politique dans la partie ouest de la RDC. IGF, après une mission, c'est une information qui date de quelques jours, une mission de contrôle au CECOP, à la PNC et dans l'armée, 961 agents de l'État affectés à la paye déférée devant la justice. Le président Kenya, William Ruto, appelle à la suppression des frontières pour renforcer l'intégration régionale. Rwanda, c'était hier, plus d'une centaine de morts dans des inondations dans plusieurs districts à l'intérieur du pays. Économie, le FMI salue la résilience dont fait preuve la RDC au niveau de la croissance malgré les contextes difficiles et compte mettre 200 millions de dollars à la disposition de la RDC d'ici le mois de juin prochain. Cette information de l'OIF qui a décliné l'invitation de la CENI à venir auditer le fichier électoral. Contrairement au processus électoral passé, l'Organisation internationale de la francophonie ne procédera pas à l'audit du fichier électoral de la RDC cette année. L'OIF a saisi mercredi 3 mai les autorités congolaises pour leur signifier sa décision, expliquant que le délai de 5 jours, soit du 15 au 20 mai, est très court pour la réalisation de cette opération. Mais à Kinshasa, des voix s'élèvent pour critiquer l'exécutif de l'OIF dirigé par une Rwandaise dans un contexte de tension entre les deux pays. C'est une information RFI. Voilà, mesdames et messieurs, à toutes et à tous, merci d'être avec nous dans cette émission. 4 invités sur ce plateau. Je commence par ma droite. Monsieur Héritier Ngachi, plusieurs jours passés, vous n'êtes pas passé chez nous ici. Donc bonjour Monsieur Héritier et bon retour parmi nous. Bonjour Monsieur Dan, bonjour à mes débatteurs avec lesquels nous allons interagir autour des thématiques que vous avez décidées. Bonjour à l'ensemble de nos compatriotes qui vont en ces moments suivre notre très belle émission. Je pense que nous allons passer des moments délicats en parlant de sujets très brûlants de l'actualité de notre pays. Merci beaucoup Monsieur Ngachi. Monsieur Henri Chimbalanga, il est enfant maison. Merci beaucoup, monsieur Henri, qui nous a un peu quitté pendant un petit moment, mais il est de retour aussi. Bonjour, monsieur Henri. Bonjour, Dan, merci beaucoup. On n'a pas quitté la maison, mais on est appelé à autre chose. Toujours au service de Congo Buzz, oui. On est toujours disposé à répondre à toutes les invitations de Congo Buzz parce qu'il s'agit de nous et pour partager avec tous ceux qui sont avec nous et pensons que on salue les compatriotes qui sont avec nous sur ce plateau et pour le plaisir surtout la nécessité de parler RDC. La nécessité de parler RDC, merci beaucoup monsieur Henri. Maître Freddy Mwamba, bonjour. Bonjour et merci de l'invitation. J'en profite pour saluer tous les téléspectateurs mordus qui nous suivent de partout à travers le monde. Et je salue aussi le professeur Modeste Bahati qui est l'initiateur statutaire de l'AFDCA. Pourquoi ne pas remercier le Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné les souffles de vie, parce que la Bible déclare que la colonne des nuées ne se retira point de devant le peuple pendant les jours, ni la colonne de feu pendant la nuit. Donc là, nous sommes dans Exode chapitre 13, verset 22.
Et donc, et le Seigneur Jésus-Christ d'enchaîner à Jean chapitre 8, verset 12, pour dire que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est pourquoi je demande à tous ceux qui nous suivent de ne pas être rétifs et de suivre Jésus-Christ, parce qu'il est la lumière, les chemins, et les chemins, la vie et la vérité, tout simplement. Voilà, c'est cela. Et donc, j'aimerais aussi en fait enchaîner avec, n'est-ce pas, mon introduction, pour dire que la FDCA a été... oui, c'est mon biscuit, justement. C'est pourquoi j'ai dit j'enchaîne avec l'introduction. La FDCA a été hissée à la tête, n'est-ce pas, des regroupements politiques. Quasiment tous les sondages ont hissé la FDCA à la tête des regroupements politiques qui ont le plus mobilisé lors de la sortie officielle de l'Union sacrée de la nation. Oui, il y a des fonds, et cela est en effet un indicateur ou bien un marqueur fondamental. C'est quel sondage? Ou si vous voulez, un indicateur essentiel qui traduit, n'est-ce pas, la volonté, et un indicateur qui traduit en fait l'adhésion massive, non seulement de nos cadres militants, mais aussi des populations congolaises à la vision du peuple d'abord, n'est-ce pas, cette vision du peuple d'abord prônée par le président de la République. Si les stades a abrité des foultitudes de gens, c'est parce que ces gens-là ont foi aux politiques volontaristes du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc, parce que vous posez la question de savoir il s'agit de quel sondage, j'aimerais vous dire que parfois, il y a même des choses qui sautent aussi et qui ne nécessitent pas d'être prouvées. Vous êtes journaliste, vous avez été au stade, non, il n'y a pas de sondage. Je m'abuse. Vous avez été au stade. Vous avez vu ce qui s'est passé au stade. Là, je ne veux même pas d'abord aborder la problématique du sondage. Et puis 13 heures, je t'ai dit, vous étiez au... Non, nos militants ne sont pas partis. Le stade. Non, ou soit vous n'avez pas été présent. Nos militants et cadres sont restés jusqu'à la fin. En tout cas, ils sont restés jusqu'à la fin. C'est des militants qui sont très disciplinés. Des milliers, innombrables. Ils ne sont même pas... je ne connais même pas les chiffres parce qu'ils étaient très nombreux. D'accord. Ils étaient très nombreux, je ne connais même pas les chiffres. Je ne saurais pas les dénombrer. D'accord. Donc c'est pour vous dire que le président de la République peut compter avec la FDCA, qui est un grand regroupement, un méga regroupement, qui aussi a besoin d'argent pour mobiliser, de démontrer qu'il est derrière le président de la République. Avec des 10 000 francs, donc tout ça c'était... Non, nous avons... on ne peut pas acheter les gens. Je vais revenir vers vous. Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas ces pouvoirs-là. Vous avez suivi ces gens qui ont parlé disant que... Ils valent tellement que nous n'avons pas d'argent pour les acheter. Ils viennent eux-mêmes par conviction. D'accord. C'est par conviction qu'ils viennent. Donc c'est un peu ça. Tu ne me diras pas qu'on peut acheter une personne à 2 000 francs, à 10 000 francs. Non. C'est quand même un manque de respect. Voilà, donc la FDC est toujours égale à elle-même. C'est comme à l'Union sacrée, toujours égale à elle-même. Alors, Monsieur Joël Mbombo, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans cette émission aussi. Bonjour, cher Dan. Merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être aujourd'hui ici, comme d'habitude. Je salue tous les co-débatteurs qu'on va passer un bon moment aujourd'hui avec eux. Je salue aussi tous les Congolais qui nous suivent de partout, un peu dispersés au pays, à l'étranger. Je les salue tous. Je crois qu'on va faire un bon débat pour éclairer, n'est-ce pas, la lanterne de la population congolaise. Je vais profiter aussi par cette même occasion, si tu me le permets bien sûr, pour faire une mise en garde contre les journalistes Stanis Boujakera, qui a fait un article là en citant les noms de mon président. Il est en train de distiller à Jeune Afrique, de distiller des mensonges cousus des fils blancs. Il est en train de dire de n'importe quoi concernant... C'est une indiscrétion. Il a dit qu'il a été... certaines sources, ce sont ses sources d'information. Ce n'est pas lui, mais ce sont ses sources d'information dont il n'a pas voulu citer le... Lui, il a parlé des diplomates. Il a parlé des diplomates où il n'a cité aucun diplomate. Il a parlé de manière vague. Que non, quelques diplomates... Le journaliste n'est pas appelé à brûler sa source d'information. Donc, non, il faut donner aussi la source, parce que sinon... C'est contre la déontologie. S'il n'y a pas de source, là, ça pose aussi problème. Parce écoute, la source d'information n'est pas... le journaliste n'est pas obligé de donner forcément sa source d'information. Il est... comment dire? Il y a une méthode... S'il veut protéger sa source, il y a une méthode pour laquelle il peut rendre l'information. Mais divulguer sa source d'information, c'est pas obligatoire. Moi, j'ai dit, étant cadre du mouvement de libération du Congo, tout ce qu'il a distillé
ce sont des mensonges. Épouser des fils blancs, ce ne sont pas des vérités. Le président Jean-Pierre Bemba est en train de travailler avec le président Fachi parce que le pays est menacé. Je crois que pour beaucoup de Congolais, surtout ceux de l'opposition, ils ne voulaient pas voir un jour le président Jean-Pierre Bemba travailler avec président Félix Tshisekedi, des raisons pour lesquelles ils se sentent très mal à l'aise, des raisons pour lesquelles ils sont en train de distiller des faux articles pour, n'est-ce pas, créer la zizanie entre les deux. Ça se comprend par tout le monde. Donc, je lui fais vraiment une mise en garde qu'il puisse, s'il veut chercher des gens pour avoir quelque chose de moins, l'argent, qui cherchent d'autres personnes. D'accord. La présence de Jean-Pierre Bemba à la vice-primature de la défense n'aura pas changé grand-chose, plus ou moins un mois après l'investiture du gouvernement. Mais et donc, il y a encore du temps, un mois. Vous ne savez pas que sous d'autres dossiers, vous le savez qu'il a trouvé d'abord un ministère où il y avait beaucoup de choses à faire. Donc, les gens et jusqu'à présent, je peux vous informer que le cabinet n'est pas encore constitué de manière complète. Il est en train de passer le moment de la transition qui va faire en principe, ça peut faire même 3 mois, question de comprendre ce qui se passe. Et puis, est-ce qu'il applique la politique de son prédécesseur ou il a... D'abord, partout ça se passe comme ça, il doit d'abord s'imprégner de dossiers. Il vient fraîchement d'arriver dans ce ministère. Il ne va pas seulement prendre des décisions de manière désordonnée. Il doit d'abord lire, comprendre et puis il va commencer à agir. C'est comme ça que ça se passe. Merci beaucoup, Monsieur Joël Mbombo, qui soutient justement Jean-Pierre Bemba Gombo. Bon, avant de lancer le sujet, les biscuits aussi, M. Héritier. Oui. Un biscuit aussi. Oui, un biscuit. Il y a un dossier qui me tient à cœur. J'ai été invité sur l'avenue Lingwala, numéro 277, sur la commune de Lingwala, avenue Kato, 277, quartier Singa Mopepe, où il y a une vieille dame. C'est une veuve. Son mari était magistrat qui est décédé, qui a tiré sa référence. Cette dame a acquis une propriété sur l'avenue Kato 277 depuis plus de 41 ans maintenant. Arrivé sur place, j'ai été en face des documents établissant bien entendu ses patrimoines comme les biens appartenant à cette dame. Malheureusement, des gens de mauvaise foi, sachant que cette dame est sans appui, c'est une veuve, une vieille femme, des gens ont manipulé les dossiers jusqu'à ce que le 27 août dernier, 2022, un document condamnant la maman, soi-disant qu'on l'a cherché, elle n'était pas visible, qu'on ne pouvait pas la voir, et qu'il y a une décision de justice qui est tombée et qu'elle a été condamnée par défaut. Et on l'a déguerpie dans sa maison, elle est dans la rue. En ce moment que je vous parle, j'ai pénétré le dossier, je me suis rendu compte qu'il y a des gens forts qui sont en train de manipuler la justice à souhait pour justement ravir cette parcelle à la maman. Elle a saisi l'inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires avec les documents. Elle a un certificat d'enregistrement de 2014. La loi est claire. 2 ans après l'obtention des certificats, ces documents deviennent inattaquables. Et l'inspecteur a pénétré le dossier, a rétabli cette dame dans ses droits. La semaine dernière seulement, au jour où on devait procéder au déguerpissement, une jeep de la police est venue. Les biens des gens qui occupaient illégalement cette parcelle ont été mis dehors. Quelques temps après, des coups de fil se sont passés. Et après, nous avons vu 5 jeeps de la police venir interdire à ceux qui sont venus en premier exécuter les décisions de déguerpissement. Il y a une sorte de cacophonie qui ne dit pas son nom dans ces dossiers. On sent des mains noires, des gens extrêmement puissants qui ont envers cette dame. Les 10, il y a son avocat qui avait saisi le tribunal de grande instance Kinshasa-Gombe pour annulation des faux jugements contre la maman. Donc, les 10 ici, nous serons devant le tribunal. Nous interpellons la conscience des juges, l'opinion est saisie de ce dossier. Nous pensons qu'ils seront éclairés par les droits et ils diront les bons droits pour restituer cette dame qui a longtemps souffert dans ses droits les plus légitimes. Merci beaucoup, M. Héritier. M. Henry, un biscuit aussi, s'il vous plaît. L'insécurité qui devient... Non seulement ça nous a pris un peu à trop regarder qu'à l'Est, mais alors que Kinshasa est en train d'être menacé et dans les environs et ainsi qu'à l'intérieur. Vous savez, on a la situation de Kwamount qui prend des proportions inquiétantes. On commence à décapiter aussi les chefs coutumiers là-bas. Ça devient les mêmes méthodes que l'ADF.
Donc, ce qui se passe à l'Est, si ce qui se passe à l'Est a été finalement, dont les auteurs, les acteurs ont été décrétés comme des terroristes, mais voilà les Congolais qui sont en train de décapiter les Congolais. La preuve en est que les FARDC qui ont été envoyés là-bas, ils ont arrêté beaucoup de criminels. Malheureusement, il n'y avait aucun étranger. Les FARDC n'ont présenté que des Congolais, tout en signifiant même qu'il n'y a aucun étranger. Rien que des Congolais qui tuent les Congolais. Dans le conflit Teke et Yaka. Et aujourd'hui, il y a de l'insécurité ici à côté de Kinshasa, sur le plateau de Bateke, avec la milice Mobondo. Mais vous savez, cette histoire-là, quelle est la répercussion sur le marché ici à Kinshasa? Les piments, les aubergines, le pondu, ça vient de là. Mais les populations ne savent plus accéder aux champs et automatiquement, tous ces éléments-là, ces denrées alimentaires de première nécessité montent. Et quand ça monte, on a le courage de mentir que c'est parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Mais on ne fait pas attention qu'ici à côté de nous, ça fait combien de mois qu'on n'arrive pas à maîtriser ça? Insécurité. Et cette insécurité-là, la milice Mobondo, on en voit même les vidéos, ils ont des calibres, ici, que des Congolais. Alors, en quelque sorte... Donc, une négligence selon vous. Et puis, ici à Kinshasa, on a vu, vous avez vu le problème avec l'honorable Jean-Marie Lukulassi, qui encadre les soi-disant les Kuluna. Et au contraire, l'argent qu'il leur donne chaque fin du mois. Et encore qu'il faudrait que l'IGF cherche à savoir qui finance Jean-Marie Lukulassi pour payer, je dis bien chaque mois, parce que je suis à côté. À côté de Kaouka, là où chaque fin du mois, toute cette masse-là va prendre l'argent. On les paye pour quel motif? Parce qu'avec cet argent-là, il continue à acheter des machettes chaque jour et ça devient encore grave. Et lui-même, qui est censé maîtriser l'affaire, qu'est-ce qu'il fait? Il pose la question au même Koulouna. Koulouna et Sili. On lui dit que Sili était comme Makas, il se fâche, il commence à tabasser. Et c'est filmé. Il doit répondre à la justice. Et je demanderai même au président de la République de se détacher de ce type de collaborateur. Parce que il se fait passer pour un collaborateur proche du chef de l'État. Partout, il y a des grosses affiches. Jean-Marie Lukulassi, le chef de l'État. Mais avec ce type de comportement, quand l'extérieur voit ça, et puis nous réclamons que nous soyons respectés. Mais non, il doit en tout cas s'éloigner avec ce type de collaborateurs. Donc l'insécurité, ne voyons pas seulement ce qui se passe à l'Est, parce que là-bas, on a la facilité de crier que c'est l'agression extérieure. Mais ici maintenant, aux environs de Kinshasa, sur place à Kinshasa, et ici dans le Congo. Plusieurs mois aussi que cette situation... Plusieurs mois, et ça continue. Maintenant, on commence à décapiter ce qui n'était pas naturel aux Congolais. Mais maintenant, les Congolais le font parce que il y a cette sorte d'impunité qui continue. Tantôt on cite des députés du coin, mais la justice semble ne pas... toujours dans ce chapitre-là pour terminer. D'accord. Mais il y a aussi les 4 gouverneurs du Maïndombe qui ont été à l'Assemblée nationale, qui ont interpellé toutes les autorités pour dire qu'ils doivent agir, sinon la situation devient de plus en plus difficile. Mais les déclarations ne suffisent pas pendant que les Congolais sont en train de mourir, non seulement à coups de machette, mais cette insécurité nous insécurise tous ici à Kinshasa. Parce que maintenant tout monte, même le piment ça devient cher, parce que les gens ne savent pas accéder dans leur village, et puis on va dire que ça devient cher ici parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que ça a à voir avec la guerre en Ukraine? Donc je pense qu'il faudrait qu'on punisse tous ceux qui seraient cités. Et s'il faille aller écraser cette milice-là de Mobondo, sans mettre un peu de côté ces histoires-là des droits de l'homme, parce que ceux qui sont décapités là, sont des humains aussi. Les soi-disant ONG des droits de l'homme, ils ne vont pas les ressusciter, ces gens-là, hein. Ils sont partis. Donc il faut que le gouvernement décide d'aller écraser ces... Parce que des gens qui tiennent des armes, Congolais soient-ils, il faut les écraser. D'accord, merci beaucoup M. Henri pour cette interpellation des autorités. La situation devient de plus en plus alarmante. Je crois que le VPM de l'Intérieur, le nouveau M. Peter Kazadi doit saisir le taureau par les cornes. On a besoin de la sécurité dans cette partie du pays. C'est vraiment un impératif. Premier sujet, mesdames et messieurs, tension entre la CENI et l'OIF. Quels sont les dessous des cartes? Pourquoi l'OIF a décliné cette invitation de Denis Kadima à venir auditer la CENI? Selon l'OIF, les délais accordés de 5 jours n'étaient pas suffisants et pourtant il y avait déjà une équipe préliminaire de l'OIF ici sur place. Mais d'autres pensent que ce serait à cause de la tension qu'il y a entre le Rwanda et la RDC, parce que l'OIF est dirigé par
une Rwandaise. Alors, je commence par qui? Maître Freddy Mwamba, votre lecture de cette information. Bon, moi, je pense qu'ils ont tout simplement compris que les contextes ne s'y prêtent pas, parce qu'il faut dire que il y a des voix qui se sont élevées pour dire que l'OIF, c'est l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, n'était pas habilitée à venir auditer, n'est-ce pas, les fichiers électoraux en République. Ça a toujours été le cas parmi les 2006, 2011, 2016. Non, mais ils ont toujours été. J'ai parlé du contexte qui est un contexte très particulier, un contexte très compliqué, avec les relations qui battent de l'aile entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'OIF est dirigé par une Rwandaise. Et vous savez vous-même ce que les Rwandais font. Ils font des pieds et des mains pour, n'est-ce pas, occuper illégalement nos territoires, une partie de notre territoire, dans la partie orientale de notre pays. Je pense que dans ces climats délétères, dans ces contextes qui est tout à fait délétères, ils ont estimé que ce n'était pas vraiment approprié. Ils le savent. Ça, ce sont les raisons souterraines, en fait, les raisons sous-jacentes. Ils ne peuvent pas les dire clairement comme ça. C'est comme ça qu'ils peuvent procéder par des pirouettes pour dire non, les temps qu'on nous a donnés n'étaient pas, pas suffisants pour nous permettre d'auditer effectivement les fichiers. Et je pense qu'il y a des experts. Il y a des experts qui ont fait savoir, qui ont fait remarquer que les temps qu'on a accordés à l'OIF allaient permettre, n'est-ce pas, à ces experts d'arriver véritablement à auditer les fichiers électoraux. Il y en a qui parlent du côté juridique où on devait, n'est-ce pas, voir si tout ce qui a été fait est conforme au texte, aux lois de la République. Ces côtés-là ne vont pas prendre aussi beaucoup de temps. Tout ça, même que ce soit les côtés informatiques et tout, avec des experts, des gens qui s'y connaissent en la matière, ils n'ont pas besoin qu'on leur accorde, c'est pas moi, 2 mois ou 3 mois pour arriver à auditer les fichiers 5 jours, électoraux. Et en tout cas, moi, je suis de ceux. Ce fichier qui a. Moi, je suis de ceux qui pensent que. Plus de 40 millions dans. Je suis de ceux qui pensent que l'OIF. Est-ce que 5 jours peuvent suffire? À cause de l'indolence de l'OIF face, n'est-ce pas, à l'agression de la République démocratique du Congo, ce n'est pas important que l'OIF vienne auditer les fichiers, les fichiers n'est-ce pas, ici en République démocratique du Congo. Ce n'est pas possible. Les fichiers de la centrale la RDC a électorale. toujours été en guerre contre le Rwanda, mais bon, c'est peut-être la première fois que... Non, mais je vous ai expliqué, je vous ai dit, la RDC a toujours été auditée par l'OIF. Ça, ce n'est pas un problème. Pour des raisons, je pense que la RDC est de bons comptes et ne peut pas refuser à ce que l'OIF vienne. Je crois que même le président de la centrale électorale a dit sa volonté de voir l'OIF venir et avait répondu justement favorablement à la demande qui a été faite par l'OIF. Mais ils ont estimé que les shifts qu'on leur a accordés n'étaient pas suffisants. C'est comme ça qu'ils déclinent en fait de venir auditer les fichiers électoraux. Ça, ce n'est pas un problème de la République démocratique du Congo. C'est comme ça que je dis que je partage même le même point de vue que ceux qui pensent qu'ils ne devraient même pas venir auditer les fichiers électoraux, compte tenu de ce que l'OIF est dirigée aujourd'hui par le Rwanda, et même cet OIF-là est resté, n'est-ce pas, a fait preuve d'une sorte d'apathie en ce qui concerne la problématique de la crise sécuritaire dans la partie orientale de notre pays. Le personnel de l'OIF n'est pas rwandais. Le personnel de l'OIF n'est pas rwandais. Le personnel de l'OIF est composé de personnes qui viennent des pays francophones. Mais je suis allé au-delà pour dire ce personnel de l'OIF. L'OIF, en fait, c'est une organisation internationale composée des États. C'est juste à cause... Parmi ces États-là, francophones, selon vous, c'est combien ont condamné le Rwanda, parce que Mme Mushikiwabo est rwandaise, ce serait la raison principale qui pousserait l'OIF à ne pas venir ici sur place, à cause des tensions qu'il y a entre les deux pays. C'est parmi les raisons qui pousseraient cet OIF à ne pas accepter d'auditer notre fichier électoral, parce qu'ils connaissent qu'il y a une grande défiance entre la population congolaise et cette organisation internationale. Monsieur Henri, votre lecture Bon, d'abord, il faut noter que ce ne serait pas une première que l'OIF vienne faire ce travail-là. Ouais. Et en plus, c'est plutôt la CENI qui a demandé
ce service-là à l'endroit de l'OIF. Et avant de publier cette décision, l'OIF a envoyé d'abord une mission d'exploration qui a précédé la prise de décision. Bon, si on doit prendre les termes contenus dans la réponse de l'OIF pour déclarer son indisponibilité à cette mission, il semble que, il y a des paramètres qui n'ont pas été de mise. Entre autres, ils trouvent que le délai imparti ne permettait pas. Mais de l'autre côté, on comprend aussi que il y a peut-être que l'OIF aurait évité, d'une part, cette animosité du fait que le Congolais qui commence à trop crier là-dessus, que voilà, aussi longtemps que l'OIF est dirigé par Mushikiwabo, qui est une personne de confiance de Paul Kagame, et là le Rwanda aurait maintenant accédé aux données stratégiques de la République démocratique. Ça c'est selon certaines opinions de la RDC. Mais s'il faudrait prendre aussi en face de cet argumentaire-là, mais nous avons les Jeux de la francophonie qui doivent venir. Mais à l'honneur, ce serait toujours la même dame-là qui viendra, qu'on va accueillir. Oui. Alors, comment le Congolais peut ici accepter et ici refuser? C'est comme pour dire que, bon, on ne saura pas comprendre effectivement tout ce qui est en dessous, qui est derrière, pour évidemment repousser l'OIF uniquement au niveau de cette opération d'audit du fichier. Moi, je pense que, vous l'avez si bien dit, Mushikiwabo n'est pas l'OIF. Voilà. Et je ne pense pas que c'est Mushikiwabo qui décide là-bas. Non, je ne pense pas. Parce que quand on est secrétaire, d'abord, donc, on n'a pas la décision. Les fonctions d'un secrétaire ne lui confèrent pas les compétences de décider. Mais beaucoup plus être coordonnateur. Ça veut dire, coordonner, c'est combiner dans l'ordre voulu. Il y a ceux qui décident. Il y a l'Assemblée générale. Il y a ceux qui décident, mais c'est la personne qui est habilitée à faire appliquer ou faire suivi des décisions prises. Okay. C'est elle qui porte la coordination. Donc je pense que il faut chercher encore plus pour savoir pourquoi. Il faut piocher encore. Oui. Bon, évidemment, le Congolais, il part du fait qu'il voit que c'est le Rwanda à la tête de l'OIF et là-bas, le Rwanda nous agresse. La France, la francophonie n'a jamais dénoncé ouvertement cette agression-là. Bon, ça justifie cette réticence du Congolais. Donc, je pense que... Mais il faut dire que c'est l'OIF qui a décliné la demande, ce n'est pas la RDC. Non, c'est pas la RDC. La RDC, à travers la CENI, a écrit à l'OIF. Et l'OIF a envoyé d'abord une mission d'exploration. Par la suite, l'OIF maintenant a répondu à la RDC, à la CENI, que nous ne sommes pas disposés à venir remplir cette tâche-là pour les raisons qui sont les leurs. D'accord. Voilà. Monsieur Ritien Gachi, votre lecture de cet aperçu des choses, est-ce qu'on peut envisager que la RDC est perdante dans cette affaire, selon vous? Pas du tout. Je commence d'abord par revenir sur certaines choses que j'ai entendues ici de la part de mon frère qui a estimé que d'une part nous acceptons d'organiser les Jeux de la francophonie, mais de l'autre part nous refusons la mission d'audit. C'est pas la RDC qui a refusé l'OIF de venir. C'est plutôt l'OIF qui a évoqué ses raisons. Alors, ça, c'est ce que lui dit. Nous partons de la... Non, c'est contenu dans la réponse nous partons de la problématique. C'est pas ce que moi j'ai dit. Nous partons de la problématique entre l'OIF qui a, par un communiqué, décliné l'offre de la CENI. Pourtant, elle était ici à une mission exploratoire. Et cette mission a duré, c'était du 23 au 28 avril. Ils ont passé du temps ici. Ils étaient prêts à s'y engager. Mais comme l'a dit mon frère Freddy, l'environnement, le contexte, avec la montée de l'hostilité des Congolais vis-à-vis aux actes de barbarie et les actes d'agression du Rwanda, ça passe mal, et ça passerait mal que le Congolais voit une délégation conduite par une secrétaire générale qui dit sur quoi ex-ministre des Affaires étrangères de Paul Kagame. C'est-à-dire le Congo qui est un État agressé recevra une délégation d'un État agresseur
pour justement auditer le fichier électoral de son pays. Non, c'est pas le Rwanda qui vient auditer, c'est l'OIF. C'est les Rwandais. Par-dessus tout dans l'opinion publique, vous ne pourrez pas les extirper ceci. C'est les Rwandais. Mouchikabo, contrairement à ce que papa a dit à mes côtés, le secrétaire général, parce que dans des organisations internationales de type la francophonie, nous avons une conférence de chefs d'État et de gouvernement. C'est la sommité décisionnelle, mais elle ne se réunit pas tout le temps. Elle se réunit sur base des sommets. Vous savez très bien, au 18e sommet de la francophonie qu'il y a à Djurba, notre premier ministre qui a pris part avait refusé de prendre part à la photo. C'était l'ensemble d'attitudes. La question que j'aimerais vous poser, vous dites que ça ne passerait mal dans l'opinion. Oui. Or, la RDC a écrit à l'OIF. Oui. La CENI. La CENI, elle est indépendante. Tout à fait. C'est la CENI. C'est pas les Congos, c'est la CENI. La CENI, c'est une société absolument. C'est congolais. Faire la part des choses. C'est congolais. C'est congolais. C'est la RDC. Absolument, mais la CENI dispose de l'autonomie de gestion. Tout à fait. C'est la CENI, la RDC. Si le Congo avait saisi, c'est le président de la République, le ministre des Affaires étrangères. Il faut cette nuance. Vous dites que cette mission passerait mal dans l'opinion. Absolument. Or, c'est l'OIF qui a refusé. Là, on a l'impression que vous comprenez que c'est le Congo qui en fait, n'a pas voulu. Non, l'OIF a été mis devant ses responsabilités. il y avait une sorte de déferlement de l'opinion publique par rapport à cette question qui a poussé l'OIF à réagir. Par le passé, avez-vous déjà entendu l'OIF réagir sur un communiqué? Non. C'est un fait qui est bizarre, anodin, mais exceptionnel. Parce que le contexte a fait en sorte que l'OIF soit poussé à réagir. Si ces faits n'étaient pas remarqués, l'OIF ne serait pas obligé de réagir. C'est-à-dire quoi? Il y a quelque chose. L'OIF n'a fait que réagir à une demande formulée par l'ensemble des Congolais d'une manière. Moi qui vous parle. Plus de 40 millions d'enrôlés, c'est-à-dire un fichier en tout cas très très grand, oui. Qui est, je dirais même, c'est une population qui est assez nombreuse. Hein. Est-ce que 5 fois plus que celle du Rwanda. Il faut toujours rappeler. Alors, 5 jours simplement pour auditer ce fichier. Vous pensez que vous n'êtes pas expert, c'est vrai, mais est-ce que 5 jours peuvent suffire à une structure indépendante de bien auditer un fichier et de faire son rapport? Moi, comme politique, je ne suis pas dans les justifications d'ordre technique. Je me rends compte que tout ça procède de l'ordre global de ce qui est la fuite en avance de l'OIF. Je vais vous donner, c'est un raccordement fraudulé, mais excusez-moi. Le général de l'EAC, M. Jeff Nyanga, il quitte la République démocratique du Congo, il dit « Je quitte ces pays parce que ma sécurité est menacée ». Il y a des opérateurs militaires étrangers. Un concept militaire qu'on dit opérateurs militaires étrangers, ça veut dire tout simplement des mercenaires. Il dit des mercenaires ont enterré à sa vie. Quelque temps après, au lieu de se rendre compte que c'était un aventurier, excusez-moi, c'était Tintin. Les gens qu'il qualifie d'opérateurs, de mercenaires, ce sont des Roumains que l'État congolais a invités. Donc nous avons invité 2 instructeurs roumains qui participent à la formation de nos militaires dans les centres d'entraînement. Ils sont mitoyennes, leurs maisons sont mitoyennes. Celles de ce M. Jeff et celles des Roumains, des instructeurs roumains appelés par l'État congolais pour encadrer ces militaires. Il qualifie ces gens qu'il voit chaque jour, chaque matin, des mercenaires. Et ça passait dans l'opinion. C'est une très belle justification. Il a dit, sa sécurité a été menacée, il est parti. Mais après, la vérité a fini par le rattraper. Que ce sont des Roumains, des instructeurs roumains appelés par un État légitimement établi. Voyez-vous? C'est-à-dire, moi, je ne suis pas dans les justifications de l'OIF, c'est dans ses droits, mais seulement je remarque l'environnement, les contextes, l'hostilité, et cette prolifération de l'opinion par rapport à cette prolifération de cette opinion anti-Kagame qui de plus en plus prend corps, a fait en sorte que l'OIF recule. Si cette opinion n'était pas hostile, l'OIF allait procéder comme elle l'a toujours fait. En 2018, en 2006, il n'y en avait pas de problème. Mais l'environnement, il y a une conscience qui de plus en plus est en train de lire domicile dans le chef des Congolais, qui fait en sorte que les gens qui sont des mèches avec Paul Kagame se rétractent. Merci beaucoup, héritier Ngachi. Joël Mbombo, votre lecture aussi de cette question. Même lecture.
Merci beaucoup. Bon, je suis d'avis de ce que les compatriotes ont dit ici. Moi, je vais ajouter aussi d'autres choses parce que les refus là, c'est la francophonie qui a refusé. Mais la grande question, moi, je me suis toujours posé, comment est-ce qu'un pays tel que le Rwanda a pris le contrôle de l'OIF aussi longtemps que c'est un pays anglophone? Je me pose toujours cette question. Comment est-ce que le Rwanda contrôle maintenant l'OIF aussi longtemps que c'est un pays anglophone? Ce sont des bonnes questions que nous devons toujours poser. Il dit, et cette dame a répondu à travers, je crois, si c'est sa secrétaire, je ne sais pas moi. Directeur de cabinet. Directeur de cabinet, oui. Que non, l'État donné ne suffit pas pour, n'est-ce pas, auditer les fichiers électoraux. C'est un partenaire. Donc, il voulait avoir 1 mois, 2 mois, n'est-ce pas, pour venir nous piéger. Non, ce n'est pas possible. Là, vous parlez comme si l'OIF était une structure purement rwandaise. Mais la personne, il n'y a que la tête qui est rwandaise, la dame là. Est-ce que les membres du bureau sont tous des Rwandais? Je ne refuse pas. Est-ce que la délégation, c'est ça la vérité. Est-ce que la délégation qui viendra ici auditer le fichier sera rwandaise? Mon frère, vous devez savoir que les Rwandais sont très forts à ce qui concerne l'infiltration. Ne pensez pas que, comme ils contrôlent maintenant cet organe, cette structure, que madame là se retrouve seule. Presque dans des postes clés, ce sont des Rwandais. Moi, je vous l'informe. Ce sont des Rwandais qui occupent. Et s'ils devraient venir ici, c'était des Rwandais qui devraient venir ici pour auditer, n'est-ce pas, notre fichier électoral. Donc, nous aussi, moi, en tout cas, de ce côté, je félicite le président de la CENI. Non, c'est même pas lui qui a décidé, c'est lui. Je lui félicite pourquoi? Parce que le temps qu'il a accordé, c'est normal pour moi. Il ne fallait pas qu'il puisse donner beaucoup de temps. Pourquoi leur écrire? Les 5 jours, moi, à ce qui me concerne, je crois c'est suffisant. Parce que déjà, il avait une équipe d'avance, une équipe pour explorer, voir comment est-ce que les choses vont se faire. Le reste, c'était plutôt pour la certification. Mais pourquoi il devrait avoir beaucoup de choses? Il y a les Jeux de la francophonie qui seront organisés à la fin de cette année 2023, ici à Kinshasa. Il y a même les infrastructures qui sont en train d'être préparées pour ça. C'est cette dame, normalement, qui devra venir. Je doute fort même de sa présence si elle va venir. Donner le go. Normalement, c'est elle, en tant que patronne de cette structure, et qui viendra là. Il n'y a pas de méfiance du tout. Cher Dan, je dis que je doute même si cette dame va venir. Peut-être qu'elle va juste inventer une excuse pour ne pas être là. Parce qu'elle se sent très mal à l'aise au Congo. Parce que tout ce qu'il faisait dans ces pays, comme maintenant c'est connu par tout le monde, elle se sent très mal à l'aise. Regardez même ce qui s'est passé à Goma. En principe, on devrait avoir une conférence des ministres de l'EAC. Vous avez écouté la raison que le Rwanda a évoquée, qui ne se sentait pas à l'aise que cette conférence puisse tenir à Goma. Vous voyez, ils sont là, ils sont en train de multiplier des faux fouillants pour ne pas venir au pays. Donc, moi, je peux vous dire que, à ce qui concerne même les Jeux de la francophonie, je doute fort que cette dame puisse être là. Vous avez parlé que non, cette dame n'a pas de pouvoir. Moi, je vais vous dire que non, cette dame-là a le droit de veto. Même tout ce qui peut se faire au niveau des commissions, tout ça, mais les derniers mots reviennent à cette dame-là. Vous n'avez pas suivi le scandale qu'elle a fait au Canada. Elle a acheté une villa au Canada. Elle a décaissé de l'argent sans consulter même les membres de l'OIF. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Ça a créé un scandale au niveau de la France. Je me pose même la question pourquoi jusqu'à présent on est en train de la garder. Parce que ça a créé un grand scandale. Alors, moi je suis très méfiant envers ces gens-là. Parce que tel que nous avons une telle personne à la tête de cette organisation, je ne vois pas l'intérêt d'être là. Je sais très bien qu'en 2006, l'OIF était toujours là, en 2011, en 2018, mais pour le moment, je crois que la personne qui chapeaute cette organisation n'inspire pas confiance. Alors, moi, je suis vraiment en train de féliciter Denis Kadima pour les 5 jours accordés pour cette sortie. Voilà. Vous êtes de ceux qui vous félicitez l'équipe. Quelles peuvent être les conséquences sur disons, les opérations? Non, ben, je ne crois pas qu'il n'y a pas que OIF comme seul organe pour peut-être faire la certification des fichiers électoraux.
la CENI va voir, recourir auprès des autres organisations pour l'Union européenne, soit l'Union européenne, l'Union africaine, même la fois passée aussi l'Union africaine était venue. Donc on peut faire appel même à l'Union africaine, même si on ne fait pas aussi trop confiance à l'Union africaine par rapport à tout ce qui se passe au pays où il ne pipe aucun mot. Mais on peut toutefois se recourir à d'autres organisations parce que l'OIF n'inspire pas confiance. D'accord. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On va prendre le deuxième sujet du jour. Vous savez très bien, l'opposition prévoit une marche le 13 mai prochain ici à Kinshasa. D'ailleurs, Moïse Katumbi est déjà sur place en train de mobiliser. C'est depuis le mercredi qu'il est déjà à Kinshasa. Et donc, tous les 4 leaders de l'opposition sont en train de mobiliser leurs troupes. Ça sera une grande manifestation après celle de l'Union sacrée de la nation qui a eu au stade des Martyrs. Alors, ce débat va avoir lieu. Qui a mobilisé plus? Qui est la population? Mais bon, on ne sait pas. Alors, la question que nous nous posons, est-ce que ces revendications sont moins de pression ou bien ces gens tiennent vraiment à ce que ces revendications soient justement mises en œuvre? Monsieur Henri, qu'en pensez-vous? Est-ce que selon vous, tout ce qu'ils ont demandé, c'est un moins de pression ou bien ils tiennent vraiment à cela pour que justement les élections se tiennent dans un contexte beaucoup plus rassurant? Bon, de façon ordinaire, ça ne peut pas étonner un Congolais qui a quand même longtemps vécu en République démocratique du Congo. Ça a toujours été ainsi avec le camp de l'opposition. Ils ne peuvent pas rester bras croisés à observer comment le bateau est embarqué, que ce soit bon ou mauvais. Mais ils doivent toujours se dire en tant qu'opposants, on doit jouer notre jeu. Mais des revendications ne sont pas du tout fausses, elles sont aussi légitimes parce qu'il y a des faits vrais. Si on doit prendre ne serait-ce que ce qui est communiqué en tant que motif de leur marche. Hein. Ils revendiquent la vie qui coûte maintenant trop cher. C'est pas faux. Tous nous vivons cela. Nous sommes vraiment traînés à cette cherté de la vie. L'insécurité. Je venais d'en parler au niveau de mon biscuit. Tout le monde ici est d'accord, même ici à Kinshasa. Même si vous êtes ministre, vous êtes victime potentielle de cette insécurité-là. Parce que ne pensez pas que ceux qui meurent, ou même ceux qui sont blessés ici à Kinshasa à coups de machette, vous pouvez être ministre, vous êtes bien gardé, mais un jour on va vous dire, mais vous savez, votre neveu là qui habitait Makala, on vient de lui couper la tête par les Koulouna. Vous allez organiser un deuil et je ne sais pas qu'est-ce que vous direz à ceux qui viendront vous visiter, les autres ministres. Mon neveu a été abattu, tué par les Koulouna. Ça veut dire tout le monde est potentiel victime de cette insécurité. Ceux qui meurent à l'Est, nous avons ici leurs familles qui sont des amis. Et nous allons à ces deuils-là, c'est-à-dire nous sommes tous concernés, directement ou indirectement. C'est-à-dire, c'est pourquoi je dis, les motifs qui sont énoncés sont tout à fait légitimes. Voyez. Et naturellement, personne ne peut ignorer que tout un chacun, quand il s'engage en politique, il a aussi besoin du pouvoir. Ils le font non seulement parce qu'il y a la vie est chère, il y a de l'insécurité, mais ils se disent, on doit aussi se battre pour qu'un jour... Mais l'Ukraine, la guerre persiste en Ukraine, donc c'est tout à fait normal que la vie coûte de plus en plus cher, monsieur Henri. Dan, vous savez, le problème de l'Ukraine ne doit pas être comme un justificatif finalement, où si on a des terres arables ici, mais on doit aller chercher du maïs en Zambie. Donc là-bas en Zambie, eux, ils ne connaissent pas la guerre en Ukraine. Donc la guerre en Ukraine n'a été faite que pour le Congo. Mais quand vous allez chercher du maïs en Zambie là-bas, parce que vous avez chez vous une crise alimentaire. Donc la guerre en Ukraine ne concerne pas la Zambie. La Zambie, elle est sur une autre planète. Donc ça, c'est un motif inutile. Vous avez vu des images... Il n'y a aucune conséquence. Non. On a des images des agriculteurs à l'intérieur du pays qui ont fait suffisamment de champs. Mais ils vont évacuer par quelle route? Est-ce que c'est la guerre en Ukraine qui empêche? Non, il n'y a pas de route pour évacuer. Même les wagons, il n'y en a pas. On a des images. À un certain moment, on doit être beaucoup plus dans cette valeur-là. Le patriotisme, ça veut dire on doit être vrai. Et non pas chercher toujours des justificatifs qui ne tiennent pas la route. La guerre en Ukraine a des conséquences autres. Mais les autorités font des efforts énormes pour que la situation puisse changer. Vous n'allez pas dénier ça quand même, monsieur Henri. Oui, écoutez, il y a une chose.
tout ce que le gouvernement fait. Vous avez vu la délégation gouvernementale qui se trouve actuellement à Lubumbashi pour résoudre cette question de la flambée de prix. Mais il s'agit de cette délégation-là qui va en Zambie. Mais cette délégation, quand elle est ici, les mêmes personnes-là nous parlent de la guerre en Ukraine. C'est pourquoi j'ai dit, mais quand ils vont là-bas en Zambie, ils vont encore aller dire à ces gens-là quoi? Que comme chez nous, on a la guerre en Ukraine, vous, chez vous, il n'y a pas la guerre en Ukraine, nous sommes venus ici trouver solution à notre Nzala. Non, 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 non. Vous savez, je vous donne, c'est une mentalité qui nous a pris beaucoup d'années. Revenons sous Mobutu. Il n'y avait pas de guerre en Ukraine. Prenons le centre du pays, le Kasaï. Ils étaient très mal habitués. Ils avaient l'argent facile de par le diamant. Au Kasaï oriental, ils ne cultivaient pas. Et qu'est-ce qui se passait? Ils prenaient beaucoup d'argent en Mbujimaï pour aller acheter tout le maïs produit dans le Kasaï occidental. Et maintenant, ça provoquait une crise au Kasaï occidental à Kananga. Et finalement, les gens là-bas faisaient quoi? Ils bloquaient les wagons. Rien ne va plus aller en Mbujimaï. Vous ne voulez pas cultiver, vous avez beaucoup d'argent. Vous venez acheter tout ici. Cultiver chez vous. Cette mentalité-là, nous ne voulons jamais cultiver. On ne se donne pas à l'agriculture. Nous les Congolais déjà. Nous les Congolais. C'est déjà dans cette mentalité-là. Vous avez suivi Vital Kamerhe lors de Makutano. Ce qu'il disait, une très belle intervention. Mais il est là aux affaires, il va en dehors. Il a oublié nos 80 millions de terres arables. Pour commencer par là, on doit aller là-bas. Et là-bas, pour que ça vienne, ça va nous prendre des mois. Mais les mêmes mois là, 3 mois, on a du maïs. 3 mois simplement de culture. 3 mois simplement. Et puis nous avons des saisons telles qu'on peut faire deux fois cette culture-là. Quelque part, Dan, il faut être réaliste. Quitter un peu cette façon-là mauvaise que nous a habitués les politiques qui ont le courage de mentir même là où il ne faut pas mentir. Merci beaucoup. Vous voyez, donc moi je pense que c'est légitime, la marche. Oui. Je pense que évidemment, ça va chuter. Pour terminer à ce que vous avez dit, il y aura encore des débats. Qui a fait le plein, qui n'a pas fait le plein. Voilà. On reviendra. Parce que les gens qui vont là-bas, est-ce qu'ils y vont en tant que peuple ou ils y vont en tant que des populations? On va en parler. Peuple et population, c'est deux concepts tout à fait différents. Merci, merci Monsieur Henri, pour cette intervention. Maître Freddy, est-ce que c'est que Monsieur Henri vient de dire il faut que nous, Congolais, on n'a pas cette culture, cette mentalité de chercher à cultiver? Est-ce que c'est faux qu'il y a la vie est chère au Congo et qu'il n'y a pas de voie de communication pour prendre ce qui est produit dans les villages, les fins fonds des villages, pour les centres urbains? Est-ce que c'est faux que la politique agricole de la RDC laisse à désirer à tel point que nous avons des terres qui sont arables, mais nous allons à l'étranger dans des petits pays qui n'ont pas les potentiels que nous avons aller... Est-ce que c'est faux? Moi, je pense que ce sont des clichés. Et il faudra que nous puissions sortir de ces clichés-là. Comment ça? C'est très important. Lui, il dit que les Congolais, c'est toujours à l'extérieur et qu'il n'y a rien qui s'est fait. Non, 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 non. Moi, je pense que ces oppositions-là qui vont marcher, je crois, les 13, n'ont rien à dire si ce n'est un prêchi-prêcha. Ça veut dire qu'ils ne vont que développer un discours moralisateur peu efficace. C'est ce qui va se passer justement ces jours-là. Si vous avez affaire à des oppositions qui sont incapables de reconnaître même, ne fût-ce qu'un tantinet d'efforts qui est fourni, même une petite quantité d'efforts qui est fourni, un peu d'efforts. Vital Kamerhe lui-même, ministre de l'économie, a reconnu que les biens des denrées alimentaires sont tout simplement à des gens qui ont une mauvaise foi teigneuse. Non, ma question est celle-ci. Qui ont une mauvaise foi teigneuse parce qu'ils ne tiennent pas compte des réalités. Voilà. Parce que tu veux que je réponde à votre question. Je vais te dire une chose. Dans ces pays, nous avons un mauvais vécu avec les parcs agro-industriels. Il y a eu un parc agro-industriel qui a été construit dans ces pays, mais qui n'a pas produit d'effets escomptés. C'est à cause de ça que vous comprenez? Non, je suis en train je suis en train de poursuivre avec la réflexion. C'est pourquoi je te dis ce qui est en train d'être fait pour le moment. Et je pense que... Qu'est-ce qui est en train d'être fait, monsieur Maître Freddy? C'est pourquoi je te dis, Boukangalou, c'était à l'époque de Kabila. Je t'ai dit qu'avec les fonds, hein, avec les fonds des garanties de l'entrepreneuriat au Congo, je pense qu'il y a maintenant cette fois-ci la possibilité
de financer l'entrepreneuriat agricole. Vous comprenez? De financer l'entrepreneuriat agricole parce que vous savez que lorsque l'État lui-même prend les choses en main en créant par exemple les parcs agro-industriels, il se pose un problème de contrôle. L'État a toujours ces difficultés-là de contrôler. Jusque-là, dans notre pays. Vous n'avez pas compris. Ce qui fait que si on permet... Ma question est celle-ci. Je suis en train de te montrer ce qui est en train d'être fait. Parce que vous ne répondez pour pas te dire à ma question. Non, mais je réponds justement à votre question parce que nous devons trouver des solutions au problème que nous avons ici d'insuffisance, n'est-ce pas, de maïs. Pour qu'il y ait suffisamment de maïs qui soit, n'est-ce pas, cultivé dans notre pays, il faut quoi? Nous avons besoin des usines de production, plusieurs usines de production qui vont permettre à ce que nous puissions avoir, n'est-ce pas, produire à grande échelle. C'est ça que nous devons faire. C'est-à-dire que il faut cette synergie. Ça, c'est l'intelligence. Il faut cette synergie entre l'artisanat. Ça, c'est l'intelligence universitaire. Et la mécanisation. On a besoin. Il ne s'agit pas de l'intelligence universitaire. Les peuples à faim. Moi, je suis en train de te dire, la situation qui est sur place, c'est que nous vivons au Congo, c'est que nous vivons, comment dire, une hausse vertigineuse des denrées alimentaires. Et ça, même Vital Kamerhe l'a reconnu, ministre de l'économie. Mais c'est pourquoi je te dis que cela ne va pas se faire. Si vous allez dans les grands Katanga, vous voyez le prix du maïs, du sac de maïs, il a pratiquement doublé, Maître Freddy Mamba. Je te dis, cela ne va pas se faire par claquement des doigts. On dit, on part des inputs vers les outputs, la chaîne des valeurs. C'est-à-dire qu'il a parlé des intrants ici. On commence par les intrants pour arriver jusqu'à cette production à grande échelle. Ça veut dire que tout ça nécessite qu'il y ait des usines de production. Et je pense que ces usines de production vont avoir lieu dans ces pays. C'est pourquoi, d'où la raison d'être de la loi qui a été présentée par Modeste Bahati, qui a été votée au niveau de du Sénat et qui a été, je crois, nous attendons que ça soit aligné au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, vous reconnaissez de telle sorte que Modeste Bahati avait prévu qu'il y ait un bail amphithéotique. Pour ouvrir l'actionnariat, vous reconnaissez que la vie est chère. Pour ouvrir en fait l'exploitation agricole aux étrangers qui peuvent venir exploiter nos terres. C'est-à-dire ils peuvent louer nos terres pendant un temps, ceux qui ont des moyens, ils louent nos terres pendant des temps. Je suis en train d'insister sur le fait qu'il faut des privés. Ce sont des privés parce que les privés poursuivent les lucres. Ce sont ces privés-là qui vont nous aider à sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Et même dans les pays qui sont suffisants sur le plan alimentaire aujourd'hui, sont passés par là. C'est des privés. Vous avez des privés qui ont créé des usines de production et qui ont fait en sorte que ces pays soient considérés aujourd'hui comme des greniers. Comment vous allez faire ça pendant que vous payez insolemment certains mandataires publics? Vous les payez insolemment et on a l'impression que les petits peuples... Moi, je pense que tu pars un peu dans tous les sens. C'est pas dans tous les sens. Il faudra que nous puissions la canalisation des moyens de l'État. Est-ce que la canalisation des moyens de l'État, c'est dans l'intérêt du petit peuple? Est-ce que les moyens de l'État sont bien orientés pour l'intérêt du petit peuple? Parce que quand une personne est très bien payée, comment allez-vous orienter l'argent vers la production agricole, par exemple, pendant que le budget est assez minime? Mon cher Dan, je suis en train de te parler ici des fondamentaux qui sont en train d'être jetés, des bases, les jalons que les chefs de l'État jettent. Parce que avant d'arriver à ce que tu es en train de dire, il faut commencer par jeter des bases solides, jeter des jalons solides. C'est pourquoi je vous ai parlé de la loi. Sur le plan légal, il faut jeter les jalons sur le plan légal. Il faut sur tous les plans, il faut jeter des bases. Et c'est ce que le président de la République est en train de faire parce que ça n'a pas été fait dans les temps. Dans les temps, on était plus focalisé sur la rente minière. Et cette rente minière, nous n'oublions pas que les ressources minières sont épuisables, vous comprenez? Merci, les ressources minières sont épuisables. Merci. Si nous voulons un développement durable, nous devons, je crois, nous attarder sur l'agriculture. D'accord. Et le président a pris la mesure de la délicatesse de la situation. C'est comme ça que vous avez vu, même Vital Kamerhe, lors de la sortie de l'Union sacrée de la nation, a dit que le président de la République lui a dit que ces binômes-là, entre lui et le ministre de l'Agriculture, il faudra qu'ils fassent de leur mieux pour nous sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Donc c'est pour vous dire que le président prend à bras le corps cette situation. Merci beaucoup. Joël Mbombo.
Est-ce qu'il y a hausse des denrées alimentaires sur le marché, vrai ou faux? Vrai. Est-ce que nous avons les voies de communication pour évacuer les denrées alimentaires des villages de production vers les centres urbains? Est-ce que nous avons ces voies de communication? Pas vraiment. Pas vraiment. Est-ce que l'opposition a-t-elle raison de marcher pour dénoncer la vie chère? Selon vous? L'opposition est dans la Constitution. Est-ce qu'ils ont cette revendication est-elle fondée, selon vous? Bon, là, c'est à justifier. Bon, moi, j'aimerais un peu voulez pas aller répondre par au bout? rapport à cela. Bon, je crois que je vous ai répondu que l'opposition est dans la Constitution. Ils ont le droit de marcher ou de faire ce qu'ils veulent. Hein. Il n'a qu'à demander, à faire une lettre et puis voilà, informer aux autorités compétentes et puis ils vont faire si c'est marche et si c'est bon. C'est un droit constitutionnel. C'est à cause de l'ingouvernance qui serait à la base de ça, selon ce qu'ils disent. Non, mais nous avons la mauvaise gestion de la chose publique. Nous avons d'abord dans notre pays une très mauvaise opposition, une opposition qui s'oppose à tout. Même s'il y a des avancées dans certains secteurs de notre pays, mais tu vas voir que les gens de l'opposition ne te diront pas qu'il y a une certaine avancée. Ils te diront seulement que tout ne marche pas. Par exemple, il y a la gratuité qui continue à se faire sur le terrain, mais l'opposition ne te dira pas qu'il y a la gratuité. Il y a de l'autre côté, nous avons l'augmentation du budget. L'opposition te dira toujours que non, c'est faux. Vous comprenez, ce n'est pas ce genre de l'opposition que nous voulons. Nous devons nous poser de très bonnes questions et puis voir comment est-ce que nous allons trouver des réponses. Vous avez posé une très bonne question à Freddy. Le problème, c'est que nous avons un pays béni. Alors, le problème on a un pays béni, on a des politiciens bénis. On a un pays béni, un pays potentiellement riche. Le problème que Freddy venait de parler ici, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ces problèmes datent de longtemps. Ça date, moi je dirais même, ça date depuis l'indépendance. Vous voyez, si vous allez par exemple chez moi à l'Équateur, vous allez voir, vous irez peut-être à Boteca. Là, il y avait des, comment on appelle ça, les huile de palme. On faisait ça à Boteca, donc c'était vraiment à une quantité industrielle. Mais si vous allez aujourd'hui, ça n'existe pas. Ce n'est pas depuis ces régimes, c'est depuis les régimes passés. Si vous allez peut-être à Yangambi, à Kisangani, où on vendait des semences, où on faisait des produits agricoles, maintenant il n'y en a plus. Ce n'est pas depuis ces régimes, c'est depuis les régimes, des régimes qui se sont déjà passés. Ce n'est pas de votre faute. Si vous allez à l'INERA un peu partout, des régimes qui sont passés, vous comprenez, notre pays, dans le passé, était les premiers producteurs de café, par exemple, de caoutchouc, et ainsi de suite. Le MLC. Alors maintenant, nous devons nous poser des questions. Vous êtes dans le bilan de Kabila. Non, moi je suis en train de parler de l'histoire. Vous êtes dans le bilan de Kabila, MLC. Vous avez géré avec Kabila. Donc on a géré pendant la transition, je suis d'accord, on a géré pendant la transition. Vous êtes dans cette débâcle aussi. Donc c'est ça la grande question. Il ne faut pas pouvoir aujourd'hui parce que le président Félix est là, vous allez lui responsabiliser tout. Non. Il a trouvé un pays déjà qui avait beaucoup de problèmes. Alors, il essaie un peu de résoudre tant soit peu. Mais il y a beaucoup de problèmes. Le pays a été désarticulé depuis longtemps. On était premier producteur, par exemple, de café. Maintenant, on est où? Ça fait de longtemps. De caoutchouc. Maintenant, on est où? Vous comprenez? C'est ça le grand problème. Donc, maintenant, nous devons... Quelles sont les solutions que vous avez apportées, vous? Des solutions pour le moment... ça fait partie aussi de ces budgets. Là, on est en train d'augmenter déjà. Le budget, c'est une prévision. Oui, c'était une prévision. Mais je vous ai parlé l'autre fois ici. Bien sûr, c'était une prévision. Mais on fait ça sur base des éléments. Des éléments. Est-ce que parce qu'on a 16 milliards... des éléments exacts. Est-ce que parce qu'on projette 16 milliards, la vie de la population va nécessairement augmenter? D'ailleurs, vous consacrez combien? Non, mais j'ai pas... Vous consacrez combien au budget? Votre gouvernement, il consacre combien au budget? Cher Dan. À l'agriculture, vous consacrez combien à l'agriculture? Cher Dan, nous ne voulons pas aller en ordre dispersé. Il faut rester, nous sommes d'abord dans le secteur agricole. Il ne faut pas généraliser. Moi, je suis en train de parler d'abord ce qui concerne le secteur agricole. C'est ce que je dis. Pour le moment, si vous voyez... Votre gouvernement a mis combien dans le secteur agricole aujourd'hui? Si vous voyez dans les budgets qui seront appliqués au mois d'avril ici, qu'il y a une
augmentation dans ce qui concerne le secteur agricole. D'accord. Parce que nous voulons que des choses puissent s'améliorer. D'accord. Nous ne voulons pas vivre dans les slogans où on parlait que non, Merci vous beaucoup. avez 80 millions de terres arabes, mais en réalité, on n'arrive pas à produire, par exemple, le maïs, tout ça. Donc Merci le beaucoup. président est conscient de ça. Raison pour laquelle il est en train de travailler pour éradiquer. Nous Merci. devons comprendre ça. Mais cela Merci n'est pas à responsabiliser au président Félix Tshisekedi. Parce Merci. qu'il a trouvé cette situation, il est en train de chercher de vastes moyens pour Merci beaucoup. y remédier. C'est ça Merci. la manière dont nous devons comprendre. Merci beaucoup, M. Joël Mbombo, M. Héritier Ngachi. La situation est là. Tout le monde fait les constats, c'est qu'en tout cas, on ne va pas se voiler la face. Les choses sont en train de prendre, le prix est en train de grimper. C'est la faute du président Tshisekedi ou de ses collaborateurs? D'abord, je vais rester dans la thématique avant de venir sur votre question. La thématique, c'était les revendications de l'opposition. Parmi les revendications. Et dans les revendications de l'opposition, vous avez dit que Moïse Katumbi est arrivé à Kinshasa, est en train de mobiliser. Vous êtes journaliste, je vous pose cette question. Moïse Katumbi va mobiliser les Quinois dans quelle langue? Si vous me remettez, si vous me répondez, puis je continue. Je suivis une Vous voulez que je vidéo. réponde? Je suivis une vidéo. Laissez-moi répondre alors. Dans quelle Vous voulez langue? que je réponde? Oui. Alors, je vous rappelle que ici c'est moi d'abord qui vous Ok, reçois. ok. Je peux pas répondre à vos Je questions. sais que vous ne répondrez pas et puis personne ne répondra sur ce plateau à ce sujet. Je suivis une vidéo où Moïse Katumbi s'exprime à Lingala. Bakinoa Nanga, Namotema, tout ça. Quand j'ai écouté, je lui suivi cette vidéo, c'est comme des petits enfants, pas lui, hein. C'est quand on apprenait à parler. Quand j'apprenais à parler, quand j'ai appris à parler Lingala, c'est comme ça que je m'exprimais. Et c'est cet opposant qui est venu à Kinshasa pour mobiliser les Quinois. Déjà qu'il a un problème de langage, il va s'exprimer en quelle langue? C'est juste les Lingala. Il parle swahili, non? Non, même les Swahili, ils parlent très mal le Swahili. il L'anglais parle également, français. ils parlent très mal Il parle l'anglais. français. Là, c'est catastrophique. Celui qui a parlé Il parle anglais, il parle anglais. Il parle anglais. très catastrophique également. Et celui qui a dit, finalement. qui a dit les bureaux climatiques. Vous avez oublié son interview? Ah voilà. Donc du coup, je ne sais pas. Parce que nous sommes en politique. Héritier. La politique, c'est un problème de discours. Quand même. Il faut mobiliser le peuple autour d'un discours. Mais il faut voir ces discours. Vous devez persuader les Congolais. Vous allez les persuader. Vous ne savez ni vous exprimer en lingala, ni en swahili, moi en anglais, moi en français. Vous parlez dans quelle langue? Et les communicateurs de Moïse Katumbi, ses conseillers en communication, qui lui ont poussé à faire cette bourde en s'exprimant en lingala, ont commis une erreur fatale. Il ne fallait pas qu'ils s'expriment en lingala. Il fallait les laisser parler en swahili approximatif et faire l'interprétation en lingala. Voilà, c'est déjà ça, tout ça les problèmes. Je reviens sur si l'opposition a des revendications. Non, nous avons l'avantage. Etienne Tshisekedi était un prophète véritablement. Il a dit, lorsque l'UDPS sera au pouvoir, il y aura plus d'opposition. Mais parce que, justement, l'UDPS au pouvoir arrive à répondre aux préoccupations fondamentales du peuple. Par-dessus tout, l'opposition peine à mobiliser. Nous avons tétanisé l'opposition. Nous l'avons anesthésiée. Nous sommes ici il y a 4 ans. Pas de marche, pas de ville morte, même pas de demi-ville morte. Pas de demi-ville morte. L'opposition a peiné à mobiliser. Il y a une sorte de rupture de consensus entre l'opposition et le peuple. L'opposition peine à mobiliser le peuple, à drainer des foules. C'est nous qui avons nous avons ces monopoles de la mobilisation. Nous avons les monopoles. Le stade des martyrs. Le stade des martyrs en est une parfaite illustration. L'AFDC, avec le professeur Modeste Bahati, a drainé plus de 100 000 personnes au stade des martyrs. Vous n'avez rien déboursé. Plus de 100 000. En âme et conscience. Moi, honnêtement, s'il vous plaît, honnêtement, vous n'avez rien déboursé. Je suis cadre. S'il vous plaît, héritier. Si on n'a rien déboursé. En âme et conscience, vous n'avez rien donné à ces jeunes gens que vous avez mobilisés. Rien du tout. Rien du tout. D'ailleurs, nous sommes venus, par exemple, moi. Ce sont des militants. Ils font partie du... On dit à nos gens, venez. C'est un mépris. Ce qu'on a vu. C'est un mépris. Ce qu'on a vu. Qu'est-ce que vous avez vu? Sur les images, on a vu des jeunes gens en train de se lamenter. On nous a promis de l'argent. On n'a pas donné. On a vu des jeunes dames, des jeunes mamans. Moi, j'étais dans ces pays. Nous avons toujours vécu dans ces pays. Souvenez-vous des activités du FCC et du PPRD. Vous avez toujours des jeunes gens regroupés, en train de suivre tel leader. Parce qu'après, il y a des listes. Mais nous sommes entrés au stade des martyrs, à peine chacun est entré à sa manière. Chacun est sorti au stade à sa manière. Ils se sont regroupés quand? Parce que nous sommes arrivés au stade à 5 heures.
Donc, si nous sommes retrouvés à 5 heures au stade de Marty, donc l'argent serait distribué à 4 heures. Et à 4 heures avec le Koulouna, non, c'est pas papa. Comment ça n'est pas passé? Et après les stades, chacun est parti appelle même, selon sa direction. Et donc, c'était impossible, dans ces contextes-là, même s'il y avait l'argent, de le distribuer. L'argent n'est pas sorti des caisses de l'État. Nous, pour la réussite de cette activité, nous sommes 500 partis politiques. Je vis votre confrère, je refuse de le citer. Il prend une facture pro forma. Il met sur la toile. Ah, regardez l'argent qu'on a sorti, la caisse de l'État, 650 000 $ pour la location des stades. Mais bon sang, entre nous soit dit. Nous sommes 500 partis politiques. Bon, même si il y a aussi certains partis politiques malhonnêtes qui n'ont que pour poids politique les insultes contre le président Modeste Bahati. Oui, il y a aussi des partis politiques comme ça. Quand vous demandez leur poids politique, c'est les insultes contre le président Modeste Bahati. Mais s'agissant de ces de l'Union, c'était l'Assemblée 500 partis politiques. C'était l'Assemblée 500 partis. Non, c'est une facture pro forma. Mais vous aussi, vous pouvez partir au stade des Martyrs. C'était l'Assemblée nationale. Facture pro forma, ça veut dire quoi? C'est seulement le menu. C'est seulement les menus. Les produits. Pourquoi mettre l'Assemblée nationale? Peut-être qu'un malin est allé là-bas et puis il a mis le nom de l'Assemblée nationale. C'est aussi facile que ça. C'est aussi facile que ça. Je reviens sur ce que j'étais en train de dire tantôt, s'agissant de la grande sorcière et ainsi de suite. Là, je suis en train de remercier et de féliciter les ministres des Mines. Parce que vous ne le savez pas, vous pensez que nous ne faisons rien. Les ministres des Mines, leurs excellences... Vous parlez de moi? Oui, vous pensez que nous ne faisons rien. Les ministres des Mines, Antoinette Samba et le vice-ministre Godard Motemona viennent de prendre une décision, une mesure très intéressante en ces moments. C'est quoi cette mesure? C'est qu'ils ont signé un partenariat avec les services nationaux. L'entreprise Kibali Gold vexerait au service national 0,3% de leur chiffre d'affaires, soit 13 millions de $, pour permettre la construction des routes qu'on réclame, le projet agricole, le financement des projets agricoles, il faut vérifier, le financement des projets agricoles, des hôpitaux, mais aussi... Arrêtez avec ça, on connaît vos projets. Vous avez 1000 projets. En ces moments, nous avons 13 millions de $, parce que les entreprises ont une responsabilité sociétale. Les gens qui subissent de l'exploitation de ces gisements miniers ont droit d'avoir la place sous le soleil. Et avec ce partenariat, ça va corriger ces déséquilibres sociétals. C'est une très bonne chose, nous devons encourager. La construction de la route Kalamambouji. Vous savez c'est combien de kilomètres? 220 kilomètres. Cette route va permettre que le Kasaï soit bien entendu ouvert à l'océan Atlantique. Depuis que le Congo est Congo, le Kasaï n'a jamais été ouvert à l'océan. Ça, ce sont des réalités du chef de l'État. 220 km de route. On a envie de vous applaudir. 220 km de route. On a même envie Et puis vous dites qu'on n'a rien fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va vous applaudir, mais demain. Alors, monsieur Henry, dans cette situation, dans cette cacophonie, on va se poser la question finalement. Il y a d'une part l'opposition qui dit que tout est mauvais, d'autre part, vous avez le pouvoir qui dit que nous sommes en train de faire les efforts. Comment couper la poire en deux? Nous avons... on dit toujours que l'habitude devient une seconde nature. Le Congolais a été habitué et éduqué pendant plus de 37 ans par la célèbre opposition avec l'UDPS en tête. Tout ce qui se faisait au niveau du pouvoir était mauvais. Le Congolais a maintenant cette habitude-là. C'est ainsi qu'on est en train de se comporter de la même façon. Vous pensez que tout ce que Mobutu faisait était mauvais? Je dis non, on peut le démontrer. Mais mettons de côté parce qu'on a passé le temps. Laurent Désiré arrive. L'opposition qui est aujourd'hui au pouvoir nous disait que tout ce que lui fait est mauvais. Alors, je vous dis, dans les 3 ans qu'il a passé à la tête de ce pays, il a eu la lucidité, Laurent Désiré Kabila, de comprendre que on ne peut pas, en tant que grand pays, aller acheter du maïs en Tanzanie et en Zambie. C'est ainsi qu'il crée le service national. Que Joseph a tué. Laissez-moi parler, Héritier Ngachi. Et Félix a Tu n'as pas eu la lucidité de dire ça. Ici, il est question de rendre les faits. Le journaliste s'attelle à un principe, la sacralité des faits. Et les commentaires en sont libres. Laurent Désiré arrive, dans les 3 ans, il comprend que il crée le service national. Il nomme le général Denis Kaloumé à la tête de ce service-là. C'est ça une véritable vision qu'il met en pratique. Il se dit, nous devons commencer à produire nous-mêmes le maïs. Il en est parti. Joseph arrive.
il n'a pas fait fonctionner, il n'a pas continué dans cet élan-là. Mais néanmoins, je sais très bien, Joseph Kabila, sous son temps, il achète 3000 tracteurs qu'on donne à chacun des gouverneurs. Si vous faites la moyenne, 3000 tracteurs, je précise, Joseph Kabila. Des tracteurs de couleur... Quel genre de tracteur? Vert jaune, dealer. C'est ça la marque. J'en connais un qui est dans mon village qui ne fonctionne même pas. Mais laissez-moi terminer. Écoutez, et puis avant d'acheter les tracteurs comme ça, non, entre nous soit dit. C'est ça votre difficulté. Kabila est méchant. Avant d'acheter les tracteurs, non, écoutez. Il faut d'abord... Laissez-moi d'abord terminer, mon cher. Vous n'en avez pas parlé. Je suis en train d'aller... Les résultats, nous ont montré que les études écoutez, il achète 3000 tracteurs qu'on donne à tous les gouverneurs des provinces. Voilà. Chacun va là-bas. En tant que gouverneur, vous devez appliquer votre politique pour aller émanciper l'agriculture. Avec un tracteur. 30 secondes. 3000 divisé par... On avait combien de provinces? Donc il commence par acheter les tracteurs et la politique après. Un instant, Héritier Ngati. Moi, je vous ai laissé le temps. Vous avez relaté des histoires inutiles que je peux balayer facilement. Moi, j'étais au stade. J'ai fait le tour des stades depuis 9 heures. Je sais ce que c'est. Vous n'allez pas nous parler des histoires. Vous avez vu que l'argent était sous le stade. Écoutez, je risque même de te dévoiler ici que j'étais dans l'organisation d'un certain parti politique. Tu veux que je t'en donne même des preuves qu'il y a eu l'argent? Alors laisse tomber. Laisse tomber. Laissez-moi aller. Cite, nous te permettons Qu'est-ce que les Congolais... Un instant. Non, ne le fera pas. Ça, c'est pas une bonne façon. Vous, quand vous parlez, on vous laisse parler. Qu'est-ce que les Congolais ont fait de ces tracteurs-là? Maintenant, Félix arrive. Merci à lui. Il a la lucidité de comprendre que le service national créé par Mosé, qui a été négligé par la suite, ça c'est quelque chose, c'est un instrument qui va nous amener à attaquer cette histoire-là des denrées alimentaires. Merci beaucoup. Et il s'en va comme ça. D'accord. Merci vraiment. Mais ils m'ont bouffé du temps, ils ont fait malin. Parce que quand ils sentent maintenant les faits, je devais corriger certaines histoires. Pour terminer, je termine par un petit mot. Héritier Ngachi ici confirme que l'UDPS au pouvoir répond à toutes les attentes du peuple. Non, j'ai Coco ici, vice-gouverneur, cadre de l'UDPS. Vous avez suivi, il s'est plaint il n'y a pas une semaine. Le monsieur qui était venu le corrompre, le producteur des sachets, il l'a amené au parquet avec preuve et les 3000 $. Il a été condamné pour 5 ans. Mais aujourd'hui, Gécoco, il est surpris de retrouver le monsieur dans son bureau en train de faire fonctionner l'usine avec un document du parquet. C'est pour dire que, mon frère, soyons réalistes dans les faits. Beaucoup reste à faire. Voilà, c'est ce qu'il fallait dire. Et non pas faire des affirmations gratuites. Merci, beaucoup reste à faire. Voilà, il faut le dire. Mais la volonté y est et le peuple l'a senti. On en refuse pas. Rapidement, 1 minute 30, 2 minutes. On a dit ce qu'on vient pas. Monsieur Maître Freddy Mamba, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour justement que cette population qui arrête un peu cette hémorragie à long terme? Non, pour arrêter justement cette hémorragie, la population, vous savez, nous sommes en train de faire des débats, nous pensons qu'il n'y a que nous qui passons peut-être à la télévision qui comprenons les choses. Mais la population aussi est en train de comprendre les choses petit à petit. Il a parlé du service national ici. Le service national, pour le moment, est en train d'accomplir, n'est-ce pas, un travail notable au niveau, par exemple, des camps militaires. Dans chaque camp militaire, les cantines sont inondées et les militaires achètent un sac de farine, s'il vous plaît, à 18 000 francs congolais. Vous pouvez vous imaginer. À 18 000 francs congolais. Ce même camp militaire qui, à un certain moment, n'avait plus d'eau qui coulait au robinet. Mais aujourd'hui, vous avez de l'eau qui coule au robinet dans ces camps militaires. Vous avez des écoles maintenant qui ont été ravivées dans ces camps militaires. Vous avez tout un hôpital moderne qui a été construit avec plateau technique et tout ça au camp Tchachi. Donc c'est vous dire que la population est en train de voir qu'il y a des choses qui sont en train de se faire petit à petit et que le pays est sur la voie de sortir effectivement de l'ornière. Nous savons que nous sommes dans un pays qui est bourré des urgences vitales. Le président de la République ne peut pas d'un coup résoudre tous les problèmes. Mais il est en train d'y aller avec méthode. Pour pas
qu'on retombe dans des situations où nous étions en train de prendre des demi-mesures. D'accord. Et cela ne nous servait à rien. D'accord, merci. Donc, c'est cela, la population est consciente de cela. Et je pense que, pour le moment, avec un peu de plus en plus de rigueur, comme mon frère l'a dit, qu'il y a des problèmes que nous connaissons, même au niveau du parquet, ils ont trouvé les problèmes. Merci beaucoup. C'est-à-dire, on est en train d'aller petit à petit. Progressivement. On a changé au niveau de la Cour constitutionnelle. Ça veut dire que le Conseil supérieur de la magistrature, qui est l'organe disciplinaire, va faire les suivis pour savoir ce qui se passe même dans ces domaines. Des mots pour essayer un peu de mettre de côté toutes les tares qui ont fait en sorte que Monsieur Joël Mbombo, merci beaucoup. Monsieur Joël Mbombo aussi, rapidement. Pour finir, je crois que j'ai écouté Monsieur en face, il nous a parlé concernant les tracteurs ici. Mais les tracteurs là, il a donné qui? Il a donné quelle personne? Il a donné au gouverneur. Et les gouverneurs ont fait quoi avec? Les gouverneurs ont vendu ça à des villes prix. Moi, je vous assure. Oui. Ils ont vendu ça à des villes prix. Alors mais ça revient quand même, Félix, quand il lance une opération et les gens se comportent comment? Quel est le comportement des personnes? Les Congolais, alors qu'il y avait des agriculteurs et des fermiers qui avaient besoin de ces tracteurs qui pouvaient les pectorer et puis les donner pour faire le travail. Mais il a donné au gouverneur. Et qu'est-ce que les gouverneurs ont fait avec? Ils ont amené dans les fermes privées. Aucune suite, ils ont vendu ça. Voilà, ce que vous vantez comme résultat. Mais non, je n'ai pas parlé en termes de résultats. J'étais en train de dénoncer une mentalité qui est devenue la deuxième nature du Congolais. Et vous perturbez pendant que j'étais en train de cheminer. Il y a beaucoup à faire, mais nous devons aussi féliciter le président de la République qui est en train de travailler. Parce qu'il a beaucoup à faire, mais il est dans le travail. Personne n'en dit rien. Ici, il venait d'être à l'IPEN, où il a inauguré un grand bâtiment qu'il avait réhabilité et construit. Alors, tout ça aussi, il faut nier. Non. Merci. C'est pour laquelle je vous dis qu'on n'a pas une bonne opposition. D'accord. Opposition doit être républicaine. Pardon, Dan. Critiquer, il faut critiquer. Et puis féliciter, là où il faut féliciter. Pardon, à l'université de Kinshasa, mon cher ami, on a réhabilité des hommes. On y a mis même des frigos. Le frigo, le congélateur, même une friteuse. Moi, de ma mémoire d'étudiant, je n'avais jamais vu, parce que moi aussi j'ai vécu à l'internat à l'université de Lumbashi. Je n'avais jamais vu une cuisine. Mais cette fois-ci, on a mis des cuisines à l'université de Kinshasa. Moi, j'ai étudié à l'université de Kinshasa. Je sais que ça veut dire cuisine à l'université de Kinshasa. Oui. Ce sont des réchauds qu'on était en train de... Ah, voilà. C'est pareil, même nous aussi là-bas. C'est comme ça qu'il y a eu trop d'incendies. Allez, maintenant, vous allez voir ce qui se fait là-bas. En parlant de l'agriculture, pour résoudre des manières, je dirais, pas conjoncturelles, mais de manière structurelle, il y a un problème lié à l'infrastructure. Les infrastructures, nous en construisons. Il y a un problème lié au cadre légal, la loi. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte que sur l'ensemble du territoire, l'étendue verte de la République démocratique du Congo, Kabila en avait vendu 155 millions d'hectares. À qui? Aux particuliers, aux étrangers. 155 millions d'hectares. L'IGF a répété. Il y a un document qui est sorti le 1er avril de l'IGF. S'agissant des contrats de concessions forestières. La ministre... 155 millions. Oui, 155 millions parce que la superficie de la République démocratique du Congo, nous avons 65% d'étendue forestière. Sur le 65, Kabila a vendu 60. Et vous parlez de l'agriculture parce que vous pouvez aller... On ne se réveille pas comme ça du jour au lendemain. Vous dites que je vais planter ici. Parce que quand vous arriverez là-bas, on va vous dire, on va vous opposer des documents. Que ce territoire, cette terre ne vous appartient pas. Il y a un problème, cadre légal. Le patrimoine et tout ça. Tout ça. C'est un grand travail que nous devons faire. Les finances. Les finances pour, bien entendu, soutenir la création de ces projets agricoles. C'est tout ça que nous sommes en train de prendre à bras le corps. Les problèmes de la technicité. La technicité. Vous avez Joseph Kabila qui achète les tracteurs sans vision et il prend ces tracteurs et les remet au gouverneur. Les gouverneurs n'ont rien du tout. Et pendant 18 ans, aucun procès de détournement de deniers publics. Où sont partis ces tracteurs? Il ne s'en fout totalement. Tous les projets que Kabila a initiés, c'était tout simplement pour lui se faire un peu d'argent. Merci beaucoup, M. Héritier Ngachi. Merci beaucoup, M. Henri. Merci beaucoup, M. Freddy Mwamba. Merci beaucoup, M. Joël Mbombo. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Merci donc de nous avoir suivis. On va se retrouver lundi prochain pour démarrer la nouvelle semaine. Je pense que le vendredi prochain, peut-être qu'on pourra avoir... espérons qu'on aura le même casting.
pour parler de la marche du 13, parce que ça sera le 12, un jour avant. On sera dans l'ambiance de cette activité. Espérons qu'on aura le même casting pour en parler. Portez-vous bien et excellent week-end.